Bonjour à tous. Je suis vraiment content de faire partie de toutes ces sessions. Je voudrais juste partager avec vous ce matin merveilleux et il parle un mélange de sa langue et de l'anglais. Je voudrais vous encourager tous de vous souvenir et de reconnaître et d'honorer le Créateur. Et ici, nous sommes dans un territoire ancestral. C'est ce que je fais tous les matins au lever du soleil. Je demande au Créateur de prendre soin de moi et aussi de m'aider. Je demande aussi au Créateur de prendre soin de nous tous dans le cercle de la vie, les nouveau-nés, les enfants, la jeunesse et tout le reste. Je salue aussi tous les gens de nos clubs toutes les directions. Je voudrais aussi remercier la Terre, Terre-Mère, qui nous permet de se déplacer, sur laquelle nous marchons. Je demande aussi au grand Créateur de nous aider dans notre leadership pour le bienfait de notre peuple et s'assurer que nous sommes tous bien en sécurité. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier de m'avoir permis de présenter cette courte prière. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, parce que le travail que nous devons faire et de maintenir ce continuum, c'est pour le bien-être de tous nos enfants. Alors, quand nous nous rencontrerons et que nous rencontrerons encore, c'est pour le bien-être de notre peuple. Alors, je suis content de faire cette prière d'ouverture et allumer ce feu sacré et qui nous permet de parler de cette manière. Merci. Je voudrais juste partager avec vous. J'ai eu un appel hier et je vais vous en parler un peu parce que ma femme doit aller à Kingston pour voir un cardiologue et à partir de là, nous irons à Toronto. Je suis désolée d'être arrivée hier soir ou être autour depuis une cinquantaine d'années. J'ai juste besoin de prendre soin de notre anniversaire qui viendra bientôt, le 21 octobre. Euh, je préférerais qu'elle ne voyage pas, au mois d'août, je suis désolée, et je préférerais qu'elle ne voyage pas seule.
Je voudrais donc l'accompagner, donc je suis un peu désolée de devoir vous quitter plus tôt aujourd'hui. Mais s'il y a quelque chose sur lequel j'ai besoin de me concentrer davantage, laissez-le moi savoir. Et évidemment, ce programme pour le soin des enfants, enfants et familles, alors c'est important pour toute notre communauté. C'est important de voir les gens s'enthousiasmer et leur laisser savoir ce qui se passe exactement, les informer de. Je suis très préoccupée parce que il y a des gens qui sont très contents, très excités de la situation. On m'a demandé, mais nous y travaillons et je crois que c'est quelque chose qui sera d'un grand intérêt. Alors, j'espère qu'on se rencontrera encore. On m'a dit que ce programme a de bonnes promesses et je crois que certains chefs ne sont pas au courant et les services enfants et familles, on va, on va y voir. Merci beaucoup. Alors voilà, est-ce que vous m'entendez tous? Bon après-midi, mon nom est Stewart Bucky, je suis le conseil pour cette Assemblée de Premières Nations. Je vais présenter, mais avant que je fasse la présentation, notre chef national sera parmi nous et il va faire des commentaires d'ouverture. Alors voilà, nous pourrons l'accueillir, chef national. Bonjour, 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 chef national. Bonjour. Ça va? Est-ce qu'on a tout le monde en ligne? On peut commencer? Il y a un peu de difficulté, j'aime pas mon portable, mais voilà, nous y sommes. C'était une très belle journée. La cérémonie s'est très bonne hier, c'était très bien. Est-ce qu'on a commencé déjà? Oui, je crois. Alors, vous pouvez nous présenter vos notes de début. Notre aîné a fait, oui, la prière d'ouverture, oui, absolument. Il a fait, oui.
Mais je parlais pour vous. Oui, merci. J'ai fait la même chose hier et c'était une journée très chaude. Je voudrais vous remercier d'avoir prié pour nous. Alors, ce sont des grandes décisions qu'il faut faire et on ne peut pas les prendre à la légère. Nous avons beaucoup de gens en ligne et je vous remercie beaucoup pour votre présentation d'hier. Jamais de toute mon histoire est-ce qu'on a eu un programme aussi important, particulièrement la portion monétaire. C'est extraordinaire. Je sais que nous avons travaillé très fort avec l'équipe légale pour essayer de retrouver ceci et les demandants, etc. Alors, pour les quatre dernières années que nous avons eues, on nous a demandé de s'assurer que les gens pouvaient se présenter et aller de l'avant de la bonne manière. Et on s'est assis autour de la table de négociation et ça a été, vous savez, c'est pas facile d'être assis autour d'une table de négociation, mais on est resté là. En tant que chef national, j'ai fait de mon mieux, mais je peux vous dire que la même chose pour tous les gens du cabinet. Le premier ministre, son bureau, tous étaient là. On a travaillé sur ce document et voilà où nous en sommes. Il y avait 10 pages, de pages et de pages et de pages dont je devrais vous en parler, mais pas ce matin. Je voulais simplement ouvrir ça de manière douce et nous sommes tous là. On a beaucoup de gens avant nous, c'est le plus grand nombre qu'on a jamais vu, mais c'est un problème. Les services de bien-être social pour les enfants, c'est où les services des enfants, il faut absolument avancer vers l'avant et avoir présenter un bon programme parce qu'il faut vraiment réagir de tout ce qu'ils ont pris de nos enfants, qu'ils ont pris de nous. Alors, il y a des mères et des enfants et des parents qui devaient récupérer leurs enfants. Ça va prendre l'effort de tout le monde, les travailleurs sociaux, tout le monde. Ont essayé de changer la façon dont ce système a brisé et détruit notre peuple. Je suis allée à l'école du jour. Moi aussi, ça a été très difficile en tant qu'enfant. On est allé passer à travers tous ces systèmes. Euh, je suis allée à l'école de jour. Je sais que c'était difficile, mais je peux pas imaginer la difficulté que c'était pour les enfants qui étaient dans les pensionnats. Non, mais ma famille a été affectée par la rafle des années 60. Alors, je ne sais pas. Ma mère, sa sœur et ses frères, on ne sait même pas où ils sont maintenant. Ils sont probablement, nous cherchent peut-être et nous on le cherche, mais on n'arrive pas à se rejoindre. Alors, je me suis assise avec mon premier cousin. Je ne le connais pas. Euh, et alors, ma famille aussi a été affectée par le système de protection des enfants. C'est terrible. Il faut vraiment aller vers un mouvement de prévention plutôt que et il faut commencer quelque part. Je sais très bien que on peut critiquer tout, mais passons à travers ceci, ligne par ligne, poser les bonnes questions, essayer de le travailler le plus profondément possible et essayer de réparer ce système brisé. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Il y a beaucoup de gens en ligne. Merci beaucoup à ceux qui sont en ligne de se joindre à nous parce que nous sommes conscients et nous voulons prendre soin de nos enfants. Et on verra comment cela progressera au bout de la ligne. Alors, il faut vraiment essayer de changer les choses. Il faut faire les choses mieux. Et je suis très contente de vous revoir en septembre, 18 et 19, en septembre à Winnipeg. Alors oui, il y a beaucoup de nos enfants qui sont affectés. Euh, Peut-être qu'à 99% des enfants de premières enfants ont né dans ce système et les discriminations aussi dont ils ont subi. Et peut-être qu'il y a affecté plus que n'importe quel autre enfant. C'est une industrie, vous voyez. Les parents adoptifs, oui, j'accepte de comprendre que quelquefois on en a eu besoin, mais je ne crois pas que on devrait avoir autant d'enfants qui ont été placés dans des foyers d'adoption partout à travers le pays. Et il faut essayer de trouver des modèles différents pour essayer de ramener nos enfants à la maison, chez nous. Moi, en tant que maman, euh, en tant que chef national, je vais
devoir dire des choses très difficiles occasionnellement, mais c'est à cause du système et c'est un système complètement brisé. Et je veux m'assurer que nous avons essayé au maximum de changer le système, que nous ne serons pas encore à la même place qu'il y en a 10 ans. Qu'il faut progresser vers l'avant. Et ça prendra du temps, c'est sûr, mais on doit commencer dès maintenant. Alors, je voudrais vous remercier. C'est vraiment merci, notre aîné, de prier pour nous. Vous l'avez fait hier toute la journée. Je lui ai demandé hier de prier pour nos familles et de prier pour nos leaders aussi. Je crois qu'on sera, tout ira bien si on travaille ensemble. Tous les gens, c'est des Blockbuster aussi. Je remercie pour son travail. Pour Fontaine qui a déjà commencé ce travail il y a quelque temps déjà. Je voudrais remercier Perry Beauregard, Sean Attlee, tous ces gens-là, oui, tout le monde a vraiment travaillé très fort. Ils se sont battus pour ceci. Euh, et évidemment, c'est bon que tout le monde s'entende sur le fait que oui, il faut changer les choses, absolument. Je suis ici assurée que je fais tout ce qu'il faut pour obtenir le financement. Je travaille pour que nous ayons la capacité de changer les choses pour notre génération future. Mais je crois que tous ces gens qui sont passés avant moi se sont battus très fort et on le fait tout le temps et on fait encore. Alors, je vais ajouter du financement à tout ce travail. Alors, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Merci. Bonjour tout le monde. Encore là, mon nom est Stuart Walkley. Je suis le conseiller légal pour les Premières Nations. Je voudrais remercier l'aîné pour l'ouverture les prières d'ouverture et pour notre chef national pour le commentaire. Je vais passer à travers l'entente, ici, l'entente de règlement, et j'ai une diapo ici que je vais essayer de vous présenter pour passer à travers les différents éléments et partager avec la commission. Alors, désolé pour un petit peu de problème technique aujourd'hui. Encore là, je voudrais vous remercier pour vous joindre à nous ce matin et on va passer la présentation. Vous donner une petite idée aujourd'hui. La présentation, c'est une révision de l'entente, euh, la session d'entente. On va essayer de se concentrer sur certains sujets en particulier et on aura davantage d'informations un petit peu plus tard. Juste un petit peu d'informations. Le travail que l'on a fait à ce sujet, c'est vraiment, ça a commencé avec le tribunal, qu'on appelle le tribunal, enfin, c'est le tribunal canadien des droits de la personne. Évidemment, le système de protection de l'enfance est déjà de plusieurs décennies. Ça a commencé avec le bien-être pour les enfants. Alors, c'était les programmes de services famille-enfant. Alors, dans ce document, on a commencé avec une étude conjointe avec Service Canada. On a eu beaucoup de problèmes avec le programme en soi. Et évidemment, le Canada, évidemment, est demeuré non convaincu qu'il y avait des problématiques. Alors, à ce moment-là, on faisait aussi partenaire avec d'autres personnes à travers le Canada. On a commencé à faire de travail en début de 2012, mais on a déjà souligné certaines situations problématiques que l'on avait au sujet des services de protection de l'enfant. On est retourné au Canada, mais le Canada était un fournisseur, un partenaire à ce moment-là, un financier. Et on devait changer le système et ceci s'est terminé par le chef national Fontaine à ce moment-là.
et avec une plainte pour les droits de la personne sur la Commission des droits de la protection de l'enfant en 2016-17. Ça s'est finalement retrouvé de le tribunal canadien des droits de la personne. Alors évidemment, on a eu euh, et dans 2007, on n'a vraiment pas vraiment eu beaucoup de choses jusqu'à 2014. So, alors, il avait fallu surmonter ces difficultés. La bonne nouvelle est que, en commençant en 2016, en janvier, ils ont atteint une décision et qui acceptait qu'il y avait de la discrimination pour les enfants des Premières Nations et les familles. Alors, et il y a eu une nouvelle application aussi du programme pour Jordan's Principle, le principe de Jordan. Alors, on a reformé le programme en soi et on a supporté l'application du principe de Jordan. À partir de ce jour, le Canada est resté, a décidé de partager et de changer ceci. Alors, ceci a résulté avec un nombre incroyable de résilience ou à partir des Premières Nations, ils ont décidé de nouvelles initiatives à prendre, agir contre le Canada pour leur adaptation du programme et l'acceptation qu'il y avait une discrimination. Alors, peut-être autour de 2020 à peu près, que le Canada a vraiment voulu travailler avec nous pour essayer de discuter la réforme du programme. Et finalement, on a signé une entente de principe à un moment donné et là, donc, Alpha, c'est ce qui a démarré la discussion, en fait. Maintenant, une fois qu'on a discuté le principe, alors on a eu certaines directions du mandat au sujet de la réforme des services sociaux, familles et enfants. On a demandé aussi de négocier une entente pour s'assurer que le financement pourrait être basé sur une qualité de services de qualité pour les enfants, pour augmenter aussi l'engagement euh, de quelques 19 millions de dollars, milliards de dollars pour les 5 années. Alors, cette négociation, c'était un contrat qui n'était pas lié, qui n'est pas scellé, mais c'est un programme qui devait être révisé jusque pour enfin le 17 milliards de dollars, évidemment. Et ils ont raté, ils n'ont pas soutenu l'engagement. Alors, on a dû continuer. La résolution 86, encore là en 2023, a fourni certains détails un peu plus clairs à ce sujet-là et sur la réforme. Et on a continué à renforcer le leadership des Premières Nations. Et, et finalement, nous sommes en ce moment-là en train de prendre des engagements à ce sujet en ce moment. Alors, si on arrive dans les termes finaux, en juillet 10, 2024, cet enseignement a été signé par plusieurs participants. En initiant ce programme, nous avons recommencé que cette entente soit mise dans un endroit pour qu'on puisse le recommander à nos clients. L'entente en soi, c'est un financement de 10 ans et un engagement du gouvernement de soutenir ce programme, un montant de 47 milliards de dollars, 47,8 milliards de dollars. Mais cet engagement de 10 ans ne veut pas dire que le programme se terminera à ce moment-là. Le programme continuera et nous en parlerons un petit peu plus tard, mais il y aura des mécanismes qu'il faudra réaliser à ce sujet-là. Il y a des ententes qu'il faudra signer à ce sujet-là. Alors finalement, ce sont des points très intéressants et les objectifs, évidemment, de notre travail. Ici,
l'Assemblée des Premières Nations, les chefs de l'Ontario, la nation Anishinaabe et le gouvernement du Canada regardent différentes options. Encore là, on essayait de voir comment est-ce qu'on peut aborder ce sujet. Et évidemment, vraiment, c'était un des aspects de cette entente que nous voulons vraiment attaquer. Nous, on veut vraiment aborder tous les éléments de cette discrimination à partir de ce tribunal et fournir vraiment des solutions solides. Alors, et pour s'assurer que assurer que cette cette discrimination n'existe plus. discrimination, on croit avoir trouvé une bonne, une- un- on veut adresser ce que le tribunal trouve discriminatoire de façon à ce que ça qu'on soit conforme aux normes. On veut voir ce qui est le mieux pour les enfants autochtones. C'est pas assez de, de- 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 que les enfants réussissent. On veut que le programme lui-même et, il veut pas seulement éliminer la discrimination. On veut que le programme est vraiment conçu pour aider les enfants dans les communautés et s'assurer que les services dont les familles ont besoin et que les programmes dont ils ont besoin, qui puissent avoir accès à ces programmes-là, où ils en ont besoin et quand ils en ont besoin. Finalement, on veut voir comment, avec la surreprésentation des enfants dans le service d'aide à l'enfance, c'est quelque chose de très important pour l'Assemblée des Premières Nations. Quand, quand quand la PN admet en 2014 au tribunal ce sujet-là, on a regardé plusieurs choses. 95% des enfants dans le système ils vivent de la négligence. La négligence, on parle de problèmes sociaux liés avec le manque de fonds. Quand on regarde ce nombre-là, 5% des enfants seulement 5% étaient appréhendés pour les problèmes physiques, tu sais, mais en général, pour les 95% des autres, il n'y avait pas besoin d'être dans le système. C'est des situations où on avait une mère unique qui travaille, que deux travaillent pour subvenir aux besoins de ses femmes, de son enfant, pour le nourrir, le loger. Mais puisqu'il est parti 60 heures par jour, 40 heures par jour, c'est considéré comme de la négligence, alors que en réalité, c'est un autre problème. Dans, dans d'autres communautés, c'est un élément important de pas, pas avoir assez de vêtements en hiver est un autre élément. Donc, il y a beaucoup de problèmes, des problèmes de consommation, mais en réalité, dans le plus grand nombre de cas, ces enfants étaient appréhendés pour la négligence, pas à cause de mauvais parents. En réalité, les parents les aimaient beaucoup, ils faisaient de leur mieux, mais en raison de pauvreté, puis de devoir travailler, d'avoir plusieurs emplois, travailler sur appel, leurs enfants ont été appréhendés. Et c'est fondamentalement injuste. Et en raison de ce genre de système lui-même, ça a amené à cette surreprésentation-là. Un autre élément qui est ressorti du tribunal, il y avait un effet pervers de ce mouvement-là. Pour pouvoir offrir des programmes, il n'y avait pas le choix d'appréhender les enfants. Donc, si vous viviez en ville, que vos parents n'étaient pas autour de ce genre de trucs-là, ils appellent le moyen le moins disruptif. Donc, quand il n'y avait aucune autre option disponible, on pouvait utiliser ces choses-là. Mais on compare ça à ce qui se passe dans les réserves autochtones. Il n'y avait aucune autre option que d'appréhension des enfants, contrairement en ville où il y avait d'autres options.
Et c'est un problème fondamental pour ce qui se passait. Donc, ce projet d'accord qu'on a négocié avec le Canada adresse ce genre de problème-là. On a, on a fait d'autres travails pour les Premières Nations, les Métis et les Inuits. On a bâti plusieurs sortes de normes dans cette loi-là, dont on ne peut pas retirer des enfants pour quand il y en a trop dans un endroit. Mais cette entente, cet accord vise à éliminer toutes les discriminations qui sont produites par le passé. Finalement, la réforme elle-même euh, sont conformes à la loi des Premières Nations sur les personnes autochtones, dont le retrait abusif des enfants, qui est considéré comme une violation des droits de la personne. Une des choses qu'on a appris à des pensionnats et de ce qui s'est passé par la suite, le Canada a continué d'attaquer les Premières Nations et d'affaiblir nos Premières Nations, d'affaiblir nos nations en nous volant nos enfants. Il y a des preuves très évidentes de ça. Ils savaient que si on enlevait les enfants de leur famille, de leur langue, de leur culture, que ça aurait des répercussions sur la culture. Ça détruirait la culture, notre identité en tant que peuple autochtone. Les cris, les Ojibwés, Salish. Et c'était ça leur but, de briser le lien de nos connaissances traditionnelles, tout ce qui est passé d'une personne à l'autre depuis des temps immémoriaux. On a eu les Persiana, l'arabe des années 60, les écoles de jour. Et la structure était la même. Le but était de retirer les enfants de leur famille. Donc, en regardant cette histoire, on a développé un projet d'accord de règlement. On, on, on est très confortable de recommander ça aux Premières Nations. Comme je le mentionnais, l'entente elle-même vaut 47 milliards de dollars sur 10 ans et le financement va poursuivre après les 10 ans. On cherche, on cherche des façons de confirmer que le financement soit flexible. Comme je le mentionnais, le financement était vraiment un enjeu important. On essaie de développer un système pour que les ententes de plusieurs années, qui est flexible de plusieurs façons, on en discutera plus tard, mais c'est dans le but de permettre aux Premières Nations de transférer les montants entre les communautés. On veut aussi s'assurer que le financement lui-même adresse le bien-être et les priorités des communautés. Parler de la croissance de la population dans les endroits éloignés, l'inflation, euh, différents, différents facteurs de surreprésentation des jeunes autochtones en milieu. C- La nouvelle version parle vraiment d'un financement qui est flexible pour la période de 10 ans, mais on en parle aussi pour un financement précis qui est créé par le Canada qui va empêcher les services autochtones Canada de prendre cet argent-là puis le réattribuer ailleurs, comme dans, comme dans d'autres programmes administratifs, pardon, qui existent, mais on essaie de bloquer ce montant-là pour 10 ans. On augmente aussi ça augmente le montant pour un secrétariat autochtone et pour que ce financement-là se poursuive plus loin une fois que la juridiction du tribunal sera terminée. Comme je le mentionnais, un aspect important de ce financement-là est d'assurer que les agences de bien-être des enfants puissent avoir la capacité nécessaire et le financement nécessaire pour offrir ces services-là.
le financement que les agences recevront seront déterminés à partir des financements des années passées et la population. C'est ça qui va déterminer le budget de l'année en cours. On, on va offrir aussi les enquêtes, différents services qui vont être gérés par les lois générales provinciales pour que les enfants soient gardés dans leur famille à moins de gros problèmes. Et ça va couvrir beaucoup de frais pour permettre ça. Le financement de base lui-même va servir à ce que les agences soient pas dans une situation où est-ce devront estimer le montant qu'ils auront besoin. Ils n'auront pas besoin de s'inquiéter de ce qui se passe, les, les- tout ce qui est fourni au fur et à mesure. Ça offre une structure puis de la flexibilité, ce qu'ils ont besoin pour veiller à ce qu'ils puissent offrir les services qu'ils veulent donner. Par exemple, vous aurez peut-être un certain budget pour les enquêtes, mais s'il n'y a pas beaucoup de, de travail qui est dans ce dossier-là, ben, ils peuvent transférer ce montant-là dans un autre dossier où il y aurait plus de travail. Avec cette entente-là, ça leur offre cette flexibilité-là. Ça enlève la surveillance que le Canada a toujours eue sur l'attribution des fonds dans les dossiers des Premières Nations. L'autre aspect des réformes, le processus de financement qui est inclus dans le projet d'accord de règlement à propos du capital, un des problèmes que le tribunal a trouvé, c'est qu'il n'y avait pas d'argent pour pour les investissements dans le capital. Dans plusieurs cas, les travailleurs sociaux utilisaient leur propre véhicule pour travailler. Ils travaillaient dans des bâtiments qui étaient mal équipés pour le travail qu'ils avaient besoin de faire. Donc, le tribunal a obligé le Canada de travailler là-dessus en vertu de la réforme. On règle beaucoup de ces problèmes-là dans le capital pour s'assurer que les services puissent être bien donnés. Le souci dans les milieux familiaux, c'est un supplément sur ce que le tribunal pouvait offrir. En gros, c'est du financement qu'on peut donner, c'est du financement pour permettre aux familles de donner, combler leurs besoins de base des familles. Ces, ces soutiens-là, par exemple, s'il n'y a pas assez de nourriture à la maison, plutôt que d'appréhender l'enfant parce qu'il n'y a pas de raison, parce qu'il n'y a pas de nourriture, c'est beaucoup plus facile de, de donner de la nourriture à la famille ou de leur donner un moyen d'avoir de la nourriture. Il n'y a pas besoin de retirer l'enfant dans ces cas-là si on est capable de régler ce problème-là en amont. Donc, s'il y a moyen de régler les problèmes familiaux dans les maisons des gens, pas besoin d'enlever les enfants dans ce cas-là. Les services de représentation des Premières Nations, essentiellement, ce qui se passe en ce moment, quand un enfant risque d'être retiré, quand il y a des gens qui veulent appréhender les enfants, il n'y avait pas de soutien légal. Mais maintenant, on veut avoir un financement pour offrir un financement pour euh, que quelqu'un puisse intervenir pour aider euh, les familles dans ces cas-là. Le travailleur social peut dire qu'on doit retirer l'enfant, le mettre en foyer hors réserve, mais les Premières Nations peuvent arriver avec leur propre plan. C'est ça puis dire plutôt, c'est ce que le travailleur social veut, ben voici ce que la nation propose pour garder l'enfant dans la communauté puis lui offrir le soutien qu'il a besoin.
C'est un aspect très positif du règlement. Finalement, on parle des les services de soutien après la majorité. Quand les enfants autochtones deviennent majeurs dans les maisons d'accueil ou dans n'importe quel type d'institution, on leur dit, vous êtes un adulte, arrangez-vous. Mais on les envoie sur le trottoir. Mais on veut leur offrir des services pour assurer que ces jeunes adultes puissent, au moment de transitionner vers le monde adulte, puissent avoir le soutien dont ils ont besoin. Pardon. On veut se pencher sur quel service un parent va normalement offrir à un enfant qui devient un adulte. Par exemple, si un enfant finit le secondaire, les parents vont lui donner de l'argent pour ses études, ils vont l'aider à payer un loyer pour un appartement, payer des livres pour l'école, payer le cellulaire, s'ils ont besoin de soins de santé. Ces services-là, avec ce type de service-là, ils vont pouvoir se poursuivre après que l'enfant ait 18 ans. C'est pas un service qui est prescrit, c'est très, très ouvert. Essentiellement, ces services-là, ces soutiens-là, c'est des services que les parents donneraient normalement à un enfant qui commence sa vie d'adulte. En général, quand on a des enfants, on les fout pas à la rue dès qu'ils ont 18 ans. On continue à les aider à mesure qu'ils deviennent adultes et qu'ils commencent à se lancer dans le monde, dans la vraie vie. Et c'est ça qu'on veut que ce service de post-majorité, c'est à ça qu'on veut que ça serve. Pour que les jeunes ne doivent plus se défendre eux-mêmes, qu'ils puissent avoir du soutien. Pour les services de représentation des Premières Nations, pour les services de post-majorité et les capitaux. Ces fonds-là vont être envoyés aux Premières Nations, qui auront ensuite la discrétion et la flexibilité d'attribuer ces fonds-là, de les réattribuer à des fonds de services à l'enfance s'ils en sentent le besoin. Il y a plusieurs montants supplémentaires qui pourront être offerts aux besoins. Un de ceux-là, c'est les résultats. La meilleure façon de décrire ça, c'est que, en ce moment, quand un service offre un service à un enfant, ça, ça passe par une demande de remboursement par le gouvernement. Chaque province enregistre cette information-là différemment, donc on n'a pas d'informations sur l'état général, sur la raison pourquoi ces enfants se ramassent en protection de l'enfance partout au Canada, la raison de ça. On ne sait pas si c'est le résultat du travail. Donc, ce cadre de résultats-là va servir à, à recueillir toutes ces informations-là, toutes ces données-là soient regroupées ensemble, qui vont être offertes chaque année aux, aux Premières Nations pour que les Premières Nations puissent avoir de l'information sur la raison pourquoi les enfants se retrouvent au service de protection de l'enfance, si c'est pour la pauvreté, le, la négligence, et quel type euh, de services peuvent être offerts à ces enfants-là dans les communautés pour les aider à trouver s'il y a des lacunes, où est-ce qu'on doit se concentrer. Mais si on a des données standards, ça permettra de donner une idée générale à l'échelle nationale de ce qui se passe pour les enfants qui se retrouvent dans les services de protection de l'enfance, ou s'il y a d'autres problèmes, par exemple, si un des éléments principaux est la santé mentale, ben, on peut se demander s'il y a assez de financement qui est donné dans ce secteur-là, dans les communautés autochtones. C'est une façon de nous assurer que cette situation-là soit rectifiée. Donc, c'est pour ça, ce financement-là sert à ça. La technologie de l'information, c'est un des secteurs
où le tribunal a trouvé que le Canada avait des lacunes, ce financement-là est pour demander au Canada de mettre de l'énergie dans les technologies d'information. Euh, Par exemple, il y a beaucoup d'agences qui n'avaient pas de logiciel qui leur permettrait de faire le suivi des différents dossiers, puis qui faisaient ça tout par papier, ou qui n'avaient pas de financement pour acheter des ordinateurs pour les différents agents. Donc, ce financement supplémentaire-là est pour ces éléments-là. Le financement d'urgence, ça, c'est pour donner aux agences la capacité, une capacité financière d'intervenir en cas d'urgence. Donc, par exemple, les feux de forêt, et qu'il y a des gens qui ont besoin d'être évacués, ce fonds-là peut servir à ça. Ou à place d'attendre que le Canada puisse donner des fonds d'urgence, les agences elles-mêmes puissent avoir un fonds d'urgence pour garder les familles ensemble, de leur payer des chambres d'hôtel pour dans les cas d'urgence comme celui-là. Il y aurait cet argent-là en premier, dès le début de l'année, comme ça, il n'y aurait pas besoin de demander ces fonds-là au moment de l'urgence. Donc, ça donne une certaine flexibilité en cas d'urgence comme ça pour les communautés. Un des éléments principaux de la réforme est l'allocation du financement. Il y a primaire, secondaire et tertiaire au provincial. Les services de prévention, c'est des services qui peuvent être offerts à une famille qui risque de devoir se rendre en protection. Il faut garder en tête que les agences elles-mêmes ont le mandat de venir en aide à l'enfant de façon la moins avec le moins de disruption, de moins difficile possible. Donc, on va offrir des fonds pour intervenir de façon la moins perturbatrice possible. Donc, il y a un montant qui est alloué par personne sur. Il y a le plus bas qui peut être offert est 75 000 si la communauté est très petite. Et ces services de présentation-là, c'est un service, en gros, qui sert à garder les enfants dans les maisons. Peut-être qu'il n'y a pas assez de nourriture à la maison, comme on en parlait tantôt. Est-ce que ça a plus de sens de retirer l'enfant de la famille et le mettre dans un foyer hors réserve et de payer ces familles d'accueil-là des milliers de dollars par mois? Ou est-ce que cet argent-là devrait plutôt se rendre à la famille qui est dans le besoin pour leur offrir la nourriture qu'ils ont besoin, leur donner du financement, de l'argent pour qu'ils puissent acheter la nourriture? Autrement, si la maison est trop pleine, s'il y a trop de gens et que les services de prévention sont là pour que la famille puisse avoir du financement pour avoir une plus grande maison plutôt que de retirer les enfants de la maison. C'est un programme qui est en soi très flexible pour que les services de protection de l'enfance des Premières Nations puissent avoir d'autres solutions pour venir en aide aux enfants plutôt que de les appréhender. Ça peut être à propos du logement, des abus de substances, de la malnutrition. On veut offrir ce soutien-là aux familles. C'est un aspect qui est très important sur lequel l'APN se concentrait. 95% des enfants qui ont été retirés de leur famille ne devraient pas avoir été. Là, on prend ces enfants-là d'une famille qui les aime beaucoup, puis on les envoie ailleurs. On repense à la mère monoparentale qui a deux emplois. Ça n'a pas de sens d'enlever son enfant, de l'envoyer dans une famille d'accueil,
puis de les payer des milliers de dollars pour s'occuper de cet enfant-là, ça a beaucoup plus de sens de donner du financement à cette femme monoparentale-là pour pas qu'elle ait besoin de travailler deux emplois en même temps et pour que cet enfant-là puisse rester à la maison avec sa mère qui l'aime. C'est pour ça que cette facette de prévention-là est très importante dans le règlement. Et si ce financement-là est utilisé de la bonne façon, on devrait voir une réduction des enfants dans le milieu comme ça. Les agences vont recevoir du financement elles aussi, et les Premières Nations auront aussi l'option de déléguer ce financement-là à à des agences s'ils le choisissent. Il y a un accent sur le capital et le logement. On sait que la surpopulation dans les maisons est un gros problème. Il y a un gros montant qui est attribué à ce dossier-là. Et ce financement-là va servir à aider ces familles-là qui sont dans le besoin. On veut leur offrir beaucoup de soutien à ce sujet-là. On veut donner aux familles et aux Premières Nations, euh, voir quels sont les investissements qui peuvent être faits dans les communautés pour trouver des façons de maximiser le. C'est peut-être plus facile d'agrandir la maison que, que d'autres solutions. Il y a différentes façons de leur venir en aide, mais c'est un financement qui va être très flexible, qui va être ouvert aux Premières Nations, qui pourront utiliser ces fonds-là de la façon dont ils vont trouver va être la meilleure. C'est, c'est fait pour que les enfants aient pas à se trouver dans le service de protection de la jeunesse. Parce que la surpopulation est pas une bonne raison de retirer les enfants de la famille. Dans le processus juridique, où est-ce qu'on est? On a une entente de principe, on a une entente pour les mesures immédiates. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'attendre que l'entente de règlement soit approuvée pour passer à la prochaine étape? On essaie de convaincre le Canada que certains de ces services-là peuvent être, peuvent être offerts maintenant avant que ce soit tout fini. Euh, on a déjà un projet d'accord de règlement qui est prêt. Il faut qu'on mette à l'horaire différentes réunions avec les différentes régions, les différentes Premières Nations pour pour discuter des détails sur le projet, pour répondre aux questions, pour clarifier certains aspects à propos du projet d'accord de règlement final pour l'Assemblée spéciale, l'Assemblée extraordinaire qui aura lieu à milieu septembre pour délibérer et possiblement l'adoption du projet d'accord de règlement. Une fois que ce sera fait, on va retourner au tribunal, puis on va leur montrer le projet d'accord. Quelque chose d'autre que je vais mentionner à ce propos, à propos du projet d'accord, c'est qu'on essaie de réaligner certains éléments. Un de ceux-là, c'est la responsabilisation. Euh, il y a peut-être certains chefs qui sont sur le. C'est pas dans tous les cas qu'il y a quelqu'un qui est là pour prendre responsabilité, mais les agences elles-mêmes doivent se conformer aux lois provinciales sont plus. C'est eux qui doivent leur donner des reçus chaque mois pour, pour
obtenir du remboursement, pour voir les services qui ont été donnés euh, mais c'est à la l'APN, on juge que c'est pas la bonne chose, c'est pas la bonne façon de faire. Pourquoi est-ce que ces gouvernements-là peuvent créer des agences qui sont complètement dans la poche du gouvernement? Par exemple, l'Agence du revenu du Canada, complètement sous l'égide du gouvernement. Pourquoi est-ce que les Premières Nations, qui est partiellement la responsabilité d'un côté ou de l'autre, mais qui est partiellement du ressort du gouvernement? On veut demander au Canada de se tasser de notre chemin. Si les Premières Nations connaissent ce qui est bon pour les Premières Nations, on est bon pour la... on sait quoi faire de nos enfants, on sait quoi faire de nos familles. Laissez-nous gérer nos propres dossiers. Et c'est ce que ce projet d'accord tente de faire. En grande partie, le gouvernement, on veut retirer le service de protection de l'enfance des gouvernements provinciaux et s'occuper de ça nous-mêmes. On veut aussi demander une réforme de Service autochtone du Canada. Une chose qui a été soulevée au tribunal, c'est que la bureaucratie est... Mais bien que le tribunal a demandé au Canada de changer leur façon de faire, ils changeaient leur façon de faire temporairement, mais tranquillement, ils retournaient dans leurs pantoufles. La réforme veut changer la bureaucratie elle-même, modifier pour que la façon de faire, la mentalité colonialiste soit éliminée du processus lui-même à la base, dans les services qui sont offerts aux Premières Nations. Ce que j'aimerais pointer, c'est on a quelque chose dans le processus. Alors, quand on ira dans le tribunal, la juridiction du tribunal, finalement, va régler tout ceci. On n'en aura plus besoin de leur supervision. C'est positif. Alors, ce que l'on a fait ici, à la place du tribunal, on a essayé de trouver des alternatives pour ce processus. Il y a deux processus, deux voies possibles. Une, c'est pour le parti. Et puis, par exemple, s'ils deviennent un sujet d'interprétation, le parti pourra établir les résultats, analyser les résultats. On pourra d'abord le discuter et on pourra aussi aller vers un arbitraire pour pouvoir discuter de la situation et juger. L'autre voie, c'est de mettre un système d'arbitraire pour les Autochtones. Par exemple, si une agence n'a pas reçu tout l'argent qu'elle devait recevoir, elle pourrait aller au processus des résolutions des différends et avoir une entente et s'assurer de recevoir l'entièreté de la monnaie. On n'a pas besoin d'aller au tribunal, on n'a pas besoin d'autres systèmes. Ça sera décidé entre l'agence et le gouvernement du Canada. Alors, c'est un bien meilleur processus que ce que nous avons déjà. Maintenant, si on reste collé avec le tribunal, il y a simplement 5 parties dans le tribunal, l'Ontario, la Première Nation, le Canada. Et si un enjeu se présente, les Premières Nations, les agences devraient se joindre à un des partis pour prosécuter le Canada. Encore là, je pense pas que c'est la meilleure manière de procéder pour résoudre les différends. C'est mieux que ce soit les Premières Nations elles-mêmes ou les agences des Premières Nations qui pourraient gérer la situation de manière directe. Alors voilà, ça c'est l'entente que l'on a. En bref, à ce point-ci, je crois que nous serions vraiment contents de pouvoir ouvrir une session de questions-réponses.
Nous avons une question, c'est est-ce que vous pouvez clarifier la différence entre protection et les services de soutien? Quelle est la différence? Et comment les placements sont associés au financement de ceci. Alors, la distinction entre protection et les services de services de protection, ce sont des services qui mènent vers une appréhension de l'enfant. Par exemple, un exemple, le travailleur social dit que l'enfant est négligé ou être abusé. Essentiellement, à ce point-là, le travailleur social s'engagera dans une série de mesures de protection. Je voudrais dire, par exemple, s'il y a un enjeu de la substance, l'abus de substance. Un des parents dit, plutôt que de sortir l'enfant, le travailleur social pourrait peut-être être capable d'utiliser les services de protection d'enfants pour forcer les enfants, les parents à entrer dans un centre de traitement et être traités pour leur addiction ou leur dépendance à la substance. Les services de soutien et à prévention sont un peu un niveau un peu plus supérieur de service. Là, clairement, si les parents sont sous la dépendance de la drogue, l'intervention doit absolument intervenir, avoir lieu. Les services de prévention et les services de support, dans les autres services, les parents ne peuvent pas nécessairement être dépendants de l'abus de l'alcool ou de la drogue, mais pourraient occasionnellement utiliser l'alcool et les drogues. Les services de prévention pourraient être là pour aider ce parent à se sortir de cette tendance et de ce cercle vicieux. Ça sera un bon exemple. Alors, quand il s'agit des protections, c'est des services que l'enfant, le service des enfants ont vraiment une déterminée à la sécurité de l'enfant. Et il y a beaucoup, beaucoup de programmes qui ont été fondés ou organisés pour que l'enfant soit en sécurité. Les services de prévention sont des services qui peuvent être offerts pour assurer, en fait, ça assure que la famille n'entrera jamais dans cette espèce de scénario où il y a un danger ou que les parents peuvent perdre l'enfant. Non, non, il faut savoir, il faut beaucoup de manœuvres pour pouvoir protéger la famille de la séparation. Alors, ces coûts peuvent être couverts par ce que nous avons en ce moment, ce qu'on appelle les agences eux-mêmes, qui donnent un budget au début de chaque année. Et finalement, ils seront financés. Tout dépend du nombre de services qu'ils offrent à cette famille pour la protection. Alors, l'année suivante, ce sera basé sur l'année précédente pour ce qui est de déterminer le financement et dépendant aussi de la croissance de la population. C'est comme ça que ça se passe. Il y a davantage d'interventions qui doivent arriver dans la deuxième année. Il y aura de l'ajustement de financement. On veut s'assurer que le financement ne sera pas interrompu et évidemment, si un financement additionnel est demandé, ce sera basé sur la situation particulière. Alors, la deuxième question, c'est que le financement baissera, c'est-à-dire que le financement donné par le gouvernement c'est-à-dire que les financements spéciaux, c'est-à-dire que les premiers financements pour les 5 premières années ne baissera pas. Ça sera basément un financement de base qui sera ajusté avec l'index de la vie et on aura des avis d'experts à ce sujet. Et la tendance générale, c'était que cet index sera vraiment, je crois que ça augmentera de 2%, peut-être un petit peu moins, et tout sera ajusté aux standards de la vie. On ne veut pas s'avancer dans un autre formulaire qui sera fondé sur un autre chiffre quelconque ou système quelconque. Il faut vous rappeler que euh, et depuis des années, il y a le système qui a été scellé dans un certain principe, mais on savait très bien que c'était comme un peu
imbougeable, mais en apprenant des leçons passées, on veut s'assurer que le financement augmentera à chaque année selon l'index et selon le code de vie et de la population, la croissance de la population. D'autres questions? Est-ce qu'on nous fournira? Oui, cette information vous sera fournie et sera aussi postée sur le site de l'APN. Alors, document que l'on a vu ce matin. Est-ce qu'il y aura d'autres financements pour aider avec les éléments, les différents index de la santé dans nos communautés? À ce point-ci, il y a un peu de cela, mais le programme en soi n'est pas tout à fait complètement développé. Il faut qu'encore négocier certains éléments selon le principe de Jordan, et à savoir quels sont les déterminants de la santé, l'éducation et d'autres aspects sociaux. En ce moment, le financement en soi est peut-être aligné surtout vers la prévention et la protection selon cette entente de règlement et, en relation au soutien de santé mentale et autres soutiens dont la famille a besoin. Mais ça peut être, d'autres services pourront être fournis éventuellement. Et encore là, on sait très bien que dans le passé, pour trop longtemps, les familles autochtones ont été un peu laissées à eux-mêmes et la plupart d'entre eux sont vraiment débattus, difficiles à survivre dans tout cela. Alors, ce qui est établi dans cette entente de règlement, c'est que on va s'assurer que les familles autochtones pourront obtenir le financement dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Vous avez demandé si on peut clarifier le système de financement. Euh, Quelle est l'ampleur de ce discours? Combien les enjeux d'urgence seront réglés? Par exemple, combien en avez-vous dans ce programme? Évidemment, dans les systèmes, les assistances d'urgence, si par exemple vous êtes dans un système d'urgence, par exemple un feu de forêt ou une inondation ou une tornade ou quelque chose comme ça, ce sont des situations d'urgence. Les Services Canada ont un système de financement pour ce genre d'urgence. Et ils ont des systèmes un petit peu plus. Évidemment, il y aura un élargissement, il y aura une assistance additionnelle pour ça. Les, les urgences sous le programme dont je vous parle, c'est plutôt des micro-urgences comme par exemple, et c'est mais quand même très flexible. Mais voyons, une Première Nation pourrait devenir conscient d'une espèce de groupe de suicide, un gang de suicide ou un. Dans le passé, il devait appliquer au Canada pour des financements sur le principe de Jordan et attendre que tout ceci soit le processus soit mis en place pour que avoir de secours. Sous ce programme ici, l'argent sera tout de suite disponible immédiatement dès la déclaration d'un groupe de suicide. Et, et c'est pour ça que les agences auront l'argent pour résoudre le problème immédiatement, parce que l'argent est déjà donné à l'avance. Alors, tout n'est pas particulièrement décrit de manière scindée. Encore, le programme est conçu pour répondre aux vrais besoins des Autochtones. On ne peut pas laisser ces situations à certains bureaucrates à Ottawa de décider quelles sont l'urgence et les besoins de la communauté. On ne veut pas laisser ça entre les mains du gouvernement et le financement doit être fourni immédiatement en cas d'urgence et ceci, le programme que nous avons le permettra parce qu'il est entre nos mains. L'autre question est en français. Ah, l'équipe technique est en train de la traduire pour que je puisse vous la présenter. La question suivante est sur les préventions. Le personnel, vous savez, est très fragile. Il y a beaucoup de roulements, surtout pour assurer la confiance entre les adultes et les enfants. Euh, Comment régler ce problème? Encore, certains de ces enjeux de protection, particulièrement parce que les agences fournissent les services. Encore, là, on veut être prescriptif. Les agences ont clairement la capacité et de régler ces problèmes.
Quant au roulement du personnel, oui, je sais que c'est difficile à maintenir le personnel, surtout à cause de la charge de travail, mais encore là, les agences eux-mêmes auront la flexibilité de déterminer euh, alors, si on regarde l'interaction de financement et de la flexibilité, à quel point c'est flexible. Par exemple, vous avez beaucoup de prévention en ce moment, un haut niveau de prévention et très peu d'enjeux de prévention. Mais alors que la prévention est utilisée davantage et davantage, alors le lien entre les deux sera équilibré. Il y a flexibilité de transformer, de transposer de l'argent d'un service de protection, c'est-à-dire et le transférer à la prévention pour fournir davantage de financement pour les activités de prévention. Les montants d'argent sont transférables d'un besoin à l'autre. Alors, c'est dépendant des membres des communautés et des agences. Alors, dès que l'appréhension se baisse, alors cet argent qui a été utilisé pour l'appréhension pourrait être transféré vers la prévention, étant donné qu'il y a moins d'appréhension. L'autre, est-ce qu'on aura cette application avant 2025, je crois, sur le processus? Bon, j'imagine que vous référez aux applications en respect du financement de mobilisation. Euh, il y a une fenêtre ici où est-ce que les applications sont déjà dans le processus et continueront d'être dans le processus, mais à un moment donné, il y aura une coupure, forcément. Et si les applications ne sont pas prêtes ou si elles tombent dans une espèce d'état de grand-père, on pourra le mettre dans une autre section et on verra dans les semaines qui viendront, on vous expliquera davantage comment ceci se déroulera. Maintenant, les Premières Nations, ils ont plus bas que 4.0. Je n'ai pas trop saisi. Ce financement apparaît euh, pour un ajustement. Est-ce que vous pouvez confirmer ou corriger cette compréhension ou mauvaise compréhension au sujet des régions éloignées? C'est un ajustement de financement nécessaire parce que dans les régions isolées, et l'ajustement est fondé sur le quotient de l'éloignement. Dépendant des Nescapi Nation, par exemple, on leur donnera de financement pour la prévention, aussi pour la post-majorité et les autres types d'urgences. Mais le coût sera bâti sur le financement des agences. Alors, au sujet du montant, il est correct de dire que il y a un certain point où les Premières Nations, au sujet des régions éloignées qui ne seront pas disponibles. Et la raison pour ceci, c'est que ça a été une entente négociée. On n'a pas pu réussir à obtenir tout ce que l'on voulait dans cette entente. Et la partie des régions éloignées, pour eux, il n'y avait qu'un certain montant. Alors oui, il y en a des régions qui sont très éloignées, qu'on ne peut juste y aller en avion et qui n'ont pas beaucoup d'accès par route et autres. Alors, obtenir les services pour eux coûtera beaucoup plus cher, beaucoup plus cher. Et c'est que finalement, il faudra vraiment aborder à la toute fin. Ce sera essentiel à ce moment-là d'y voir. L'autre question, c'est est-ce que ceci sera enregistré sur la APN? Et je ne sais pas, on ne sait pas. En ce moment, pour l'instant, nous enregistrons et on verra si effectivement c'est rendu disponible. Alors, nous pourrons vous le présenter sur notre site, mais sinon, on verra. Une autre question, qu'est-ce qui se passe après le financement de 10 ans? Une fois que cette réforme sera faite, on ira de retour à la base A? Non, non. Alors, la façon dont l'entente est opérée, il y a un financement d'offrir et qui est pour les années de 1 à 5. Et dans l'année 4,
on pourra conduire un programme, une révision du programme. On regardera les révisions et les montants, on vérifiera les programmes, on verra s'il y a des écarts, on verra où le financement est là et haut ou bas et on verra comment on pourra ajuster le financement pour l'année 6 ou 10. Et l'année 9, nous conduirons une deuxième évaluation et trouver qu'est-ce qui sont disponibles pour le financement, quels sont les écarts, quelles sont les erreurs ou autres. Et à partir de ce moment-là, on ira l'ajustement pour les années 11 et plus. Alors voilà, quels sont les montants pour les individus. Alors ça augmentera chaque année. En ce moment, c'est 26 2006 $1,000, 206 000 ou quelques pour un individu, je crois. Je suis pas certaine, il faudra euh, corriger cela. L'autre question. Stuart a mentionné qu'il y a des débats et des disputes à ce sujet-là. C'est difficile de saisir la question, là, c'était très rapide. Encore là, qu'est-ce que on fait la promotion? Les comités semblent très inégales et c'est particulièrement sur le comité de réforme. Ça, c'est quelque chose que l'on a mis de l'avant et c'est quelque chose qui peut être revérifié. Le comité l'a posé comme ça et on aura d'autres assemblées. On a eu une assemblée il y a 2 semaines quand la Première Nation a été impliquée dans ceci. On a vraiment mis la lumière sur les partis, c'est-à-dire que l'APN n'a aucun intérêt à faire du police, de faire de la police, de la surveillance entre les Premières Nations, les agences ou le gouvernement du Canada. Notre charge était de trouver et de placer une réclamation pour le Canada au sujet de la discrimination. Une fois que ceci sera arrivé, on aura des résultats de la Cour. La Première Nation voudrait s'en sortir de tout cela. On n'est pas là pour vous surveiller. Alors, en respect à la réforme et les implications impliquées, moi, je dirais il y a une réflexion à faire là-dessus. Alors ça, c'est quelque chose que les gens peuvent apporter quand on aura les sessions de discussion. Alors, il y a définitivement de l'espace pour explorer. Les comités sont formés de 5 personnes, si j'ai bien saisi. Les questions en français. Est-ce que chaque agence pourra être organisée pour régler le financement ou y aurait-il d'autres corps pour discuter de ceci? Sur cela, en ce moment, la façon dont c'est écrit, les agences d'abord auront ce en nomination et seront fondées sur les années précédentes, les dépenses, la population, la croissance et tous les éléments dont on a parlé plus tôt. Si par exemple une agence sait qu'ils sont sous-financés, l'agence devra avoir une discussion avec Canada. Si Canada ne fournit pas, refuse de fournir l'argent demandé et l'argent dont ils ont droit, alors l'agence aura la capacité sous la résolution de problèmes, sous la clause de résolution de problèmes, pourra aussi revenir avec le Canada. Mais ça ne sera pas une discussion à la Cour où il faudra fournir de beaucoup de documents, etc., etc. Ce n'est pas un vrai débat à la Cour, mais c'est pas non plus la même chose qu'au tribunal. L'agence peut dire envoyer une simple lettre disant je n'ai pas reçu le montant d'argent dont j'avais droit, alors je voudrais tout simplement passer à travers un processus de résolution des différends et ils organiseront un tribunal pour ceci. Et à ce moment-là, Agence du Canada pourrait décrire quels sont les faits à ajouter à ceci. Et à ce moment-là, tout se mettra en place. C'est un bien meilleur système que nous avions avant pour faire le jugement de cette cause. Alors là encore, comme j'ai mentionné, c'est l'APN elle-même ne veut pas faire le rôle de police dans tout ceci. Alors on ne se voit pas en tant que on veut pas se voir comme une espèce de corps décisif ou soutien ou défendeur. Euh,
les agences de cette manière. Nous, on ne veut pas se mêler de ça. Une autre chose aussi que je veux dire, c'est le secrétaire des Premières Nations. Le secrétariat sera organisé pour faire certaines tâches, par exemple. Euh, Laissez-moi trouver ça. Alors, c'est organisé de la manière que, d'abord, ils ont capté les données, ils nous fourniront aussi les Premières Nations avec les agents des Premières Nations, avec les pratiques, il y a des programmes qui seront offerts, ils auront un rôle de coordinateur. Alors, les agences pourront être soutenues par euh, une autre, par l'argent par capita. Est-ce que ce sont la même définition que je n'ai pas saisi? La définition est oui, mais il faudra réviser la question, je n'ai pas saisi. Et la raison pour ceci, c'est on essaie de garder en tête que ce processus en soi est issu d'un processus légal. Et comme ils disent à la voix, la médication doit être équivalente à la plainte. Si par exemple, vous êtes chez quelqu'un et vous tombez dans l'escalier et vous les poursuivez pour la négligence de ne pas avoir nettoyé l'escalier, par exemple. Alors, tout doit partir de ça. On peut pas les accuser d'être tombés dans l'escalier et plus tard dire, ah bien finalement, ma vision est mauvaise et c'est moi qui est responsable, je n'ai pas bien regardé. Alors malheureusement, parce que ça a commencé par une plainte légale, alors tout ceci se complique. Alors, ça prend de la démesure. Alors, euh, ça, c'est au-delà de ce que le tribunal peut faire. Euh, on a quelque chose à cet effet, par contre, mais originalement, nous essayons de résoudre les, les sujets de discrimination particulièrement. Et maintenant, le coût, pourquoi est-ce que les ententes n'incluent pas le coût, par exemple, de formation? Les Premières Nations en soi seront financées pour ceci, en notant que quant aux comités, encore là, nous essayons d'éliminer la discrimination. Donc, il y avait différentes communautés qui sont fondées, mais ça ne peut être pas nécessairement dédié au bien-être de l'enfant. Euh, le budget que nous avons sécurisé dans un budget global, c'est pour le programme en soi. Et on pourrait avoir dans ces chiffres, disant, oh, à ce moment-là, ce moment-là et ceci, et je crois que c'est 200 quelques millions de dollars. Et ça, c'est pour régler les différents. Euh, Quelqu'un doit payer le procureur pour ça, les coûts de la cour pour ça, mais c'est pas nécessairement. Ça fait partie du budget global et non spécifique. La dernière question, c'est les grands-parents ont été le support pour prendre soin des enfants. Et maintenant, ils ont beaucoup de difficultés financièrement pour soutenir le développement de l'enfant. Alors, comment peut-on aider les grands-parents? Alors, c'est là que les flexibilités du programme entrent en jeu. Oui. Nous reconnaissons que dans bien des circonstances, les grands-parents ont soutenu les parents en prenant soin des enfants et ça leur a coûté énormément. Oui, ça c'est quelque chose, je crois que et qu'on pourrait gérer, qu'on pourrait gérer. Les grands-parents, si les grands-parents n'étaient pas là, les enfants auraient été définitivement passés dans des parents adoptifs ailleurs, en dehors de la communauté. Et tout ceci doit changer. Et c'est juste un pas à corriger ces choses-là, vers la correction de tout ceci. Quand on voit le bien-être de l'enfant dans toute son entité, tout le système en soi est, comme le chef national a dit, on n'est pas ici, il n'était pas ici pour le bien-être des Premières Nations. On ne prend pas un enfant d'un parent aimant parce qu'ils ont faim et on les place dans un parent adoptif ailleurs. Non, et ils paient les parents adoptifs des millions de dollars.
Alors, mais malheureusement, ce modèle de protection de l'enfant est mauvais. Il faut absolument, il est sans aider maintenant en ce moment. Il faut fonctionner avec ça en ce moment. Mais même si on veut changer le système sur la protection de l'enfant et pour le faire différemment, ça c'est le rôle des Premières Nations qui exerceront leur rôle. Et maintenant, euh, sur le modèle courant en ce moment, on va commencer avec ce que l'on a. Il y a des différents aspects de financement pour lesquels les grands-parents auront lieu, des allocations, mais ce sont les agences et les Premières Nations qui auront, eux, à déterminer et ce sont eux qui seront responsables de libérer du financement pour ça. Une autre question, c'est pourquoi Prochaine est-ce que question. l'alternative Pourquoi est-ce euh, que de, ça ne pourquoi est-ce fait que pas, un ça est ne fait meilleur que pas. l'autre? Le CIA, C'est pas on est inclut seulement les ce parties processus-là est pas meilleur que sous l'autre. ce En vertu de ce processus. processus-là, EFN, c'est la Première Nation, l'APN. les sociétés au Canada sont sur les Ces cinq cinq, parties et ces c'est cinq ça. parties-là sont les seules qui sont inclus dans le processus. Si une agence de protection de l'enfance a des problèmes en lien avec ça, si on regarde avec le CHRT, et, en vertu du CHRT, ils ne pourront pas le faire eux-mêmes. Le tribunal canadien des droits de la personne, ils ne pourront pas le faire eux-mêmes. Le processus du tribunal canadien des droits de la personne, le TCDP, sont, ils s'en font pas avec si c'est la bonne ou la mauvaise chose à faire. Ils font juste regarder si c'est une violation des droits de la personne. C'est tout ce que le tribunal le fait. Par exemple, si une Première Nation dit qu'on devrait avoir droit à 50 millions, mais qu'on a juste reçu 45 millions, le tribunal va regarder est-ce que la discrimination est-ce que c'est un cas de discrimination? Puis s'il juge que non, on va être pris avec les 45 millions, on n'aura pas le 50. En vertu de l'autre, c- toute agence de protection de l'enfance peut juste aller directement au Canada pour... On n'a pas besoin d'aller voir les cinq autres agences. Le processus rapide est beaucoup mieux pour cette raison-là. On peut voir avec ça en quoi est-ce que à quoi est-ce que les communautés ont droit. Et c'est pour cette raison-là que ce modèle-là est vraiment meilleur. Prochaine question. La section 45 parle des modifications régionales. Est-ce qu'on pourrait, est-ce que les, est-ce qu'on pourrait clarifier ce sujet-là plus tard? Oui, on pourrait absolument faire ça. Le financement est une de ces choses-là qui est séparée. On a les- la façon la moins perturbatrice d'intervenir, ce qui est inclus à la base, mais il y a différentes. Il y a le principal, le secondaire et les services principaux secondaires et tertiaires. Les tertiaires vont aller aux agences. C'est surtout les secondaires qui vont se rendre aux Premières Nations. C'est certain qu'on pourrait clarifier ça à l'avenir. Encore là, c'est sûr que les Premières Nations, s'ils voulaient, ils pourraient toutes déléguer ça aux agences. C'est quelque chose que les Premières Nations peuvent choisir de faire. La prochaine question porte sur... Désolé, j'ai perdu j'ai perdu où est-ce que j'étais rendu. Quelle sorte de formation les avocats de la Cour auront droit? Qui va faire qui va s'occuper de la formation et à quoi est-ce qu'ils auront droit? Les éducateurs eux-mêmes vont recevoir de la formation. Si on regarde, ceux qui vont s'occuper de ça, c'est pas des juges, c'est des avocats dans les différentes régions et ils ont été attribués comme adjudicateurs dans ces cas-là pour regarder les différentes réclamations. C'est pas mal la même sorte de processus. Prochaine question. Les 2 milliards de dollars
quelle partie est allouée aux Premières Nations et quelle partie est principalement euh, la prévention de la protection de l'enfance. Est-ce que c'est spécifiquement pour la prévention? Ça devrait, mais c'est pas exactement le cas. On, on veut s'assurer que les enfants se rendent pas en milieu de famille, restent dans leur famille. Euh, on veut pas interférer dans l'allocation des familles. C'est pour ça qu'on l'écrit de cette façon-là, pour pas qu'il y ait trop d'interférences. Prochaine question. Est-ce- le fonds des FNRS, l'allocation a augmenté à propos du processus de réclamation? Est-ce que ce serait possible que le projet d'accord euh, change tout ça et que est-ce que ça se pourrait que les Premières Nations perdent des fonds? C'est un processus qui est en négociation, puis c'est une des choses pour lesquelles les Premières Nations ont poussé pour qu'on ait le plus de financement possible. Malheureusement, on n'a pas tous les chiffres encore pour 2023-2024, mais pour 2024-2025 non plus. Donc, on pourrait pas on essaie de faire ce qu'on peut avec l'information qu'on a, mais on n'a pas toute l'information en ce moment. Prochaine question. Est-ce que le financement des Premières Nations inclurait les membres qui font partie de bandes pour les Premières Nations, les enfants, les jeunes qui sont dans une autre Première Nation, dans une autre bande ou qui sont dans une autre communauté? Le programme lui-même reste comme il est maintenant. les, c'est pour les familles qui vivent sur réserve. Ça n'a pas beaucoup d'applications hors réserve. Peut-être une famille qui vit à Winnipeg. La seule façon qui pourrait avoir accès à ce programme-là, c'est si habituellement ils vivent sur réserve. Par exemple, on a peut-être des parents qui ont besoin de dialyse et que pour cette raison médicale-là, ont eu besoin de déménager en ville. Ben, dans ce cas-là, ils, ils vont continuer à être considérés comme étant sur réserve. Ils vont quand même être admissibles au programme. Pour les autres personnes qui vivent dans la communauté, mais en ce moment, beaucoup d'agences autochtones ont différentes affiliations, peu importe leur état de statut. Dans ces cas-là, les règlements normaux sont applicables dans ces cas-là. Prochaine question. La section 45 parle de modification. Est-ce qu'on pourrait parler de... OK. Donc, les modifications régionales, ça permet le montant de base auquel les Premières Nations ont droit en lien avec ce programme-là. Il y a peut-être des problèmes dans une région qui sont hors des paramètres de l'entente ou qui sont peut-être des niveaux qui sont à un autre niveau qui sont peut-être pas couverts par l'entente elle-même. Ce que la section 45 permet, c'est que la région elle-même, la Première Nation de cette région-là, d'avoir une conversation individuelle avec le Canada sur la meilleure façon de résoudre ces problèmes-là en particulier. Euh, il y a la possibilité d'avoir plus de financement si ces conversations-là sont couronnées de succès. Et c'est à ça que ça sert. Donc, on veut pas tout mettre tout le monde dans le même panier, puis dire que c'est ce montant-là que vous aurez droit tout court. On veut avoir un peu de jeu, là, si jamais il y a le besoin. Si on regarde les tendances, puis on peut ensuite avoir différentes conversations avec le gouvernement pour jouer là, avec le financement. On dirait que la dernière question, les parents et les grands-parents vivent les enfants eux-mêmes dans ma communauté. Il y a différentes familles ils ont réussi à le faire sans avoir besoin d'avoir recours à des agences.
et ils n'ont jamais eu besoin d'avoir affaire avec des agences. Euh, et je suis d'accord, oui, absolument. Si on regarde les différentes façons d'élever un enfant, il y a beaucoup des systèmes traditionnels, les pratiques sont encore applicables aujourd'hui. Puis les enfants s'en tirent très bien. Avec la recherche qu'on a faite, avec les preuves qui ont été présentées devant le tribunal, on sait que lorsqu'un enfant est retiré de la famille et mis en famille d'accueil, c'est pas, c'est, tout n'est pas rose dans ces circonstances-là. C'est très différent des pensionnats aussi. Dans les pensionnats, on avait des gens de la communauté qui étaient là, des enfants de la communauté. Il y avait un certain niveau de soutien quand même. Quand un enfant est retiré de la famille et installé hors réserve dans un foyer, dans une famille d'accueil, cet enfant-là est complètement seul. Et à cause de ça, ils sont encore plus vulnérables qu'avant. Donc, les preuves qui ont été présentées au tribunal soulignent ça. Quand un enfant est retiré par une agence de protection de l'enfance dans un foyer d'accueil, le risque de problèmes mentaux sont encore plus élevés. Le, le risque de tomber dans le trafic du sexe, de tomber dans la drogue, de perdre la langue, la culture, d'identité, ça est beaucoup plus élevé. Ça a un effet pervers sur l'état général de cet enfant-là. Donc, quand cet enfant-là est retiré de chez lui dans ces circonstances-là, comme surtout si on a un parent qui travaille, qui a deux emplois, puis mais qui aime cet enfant-là et qui est retiré de cet enfant, de cette famille-là, qui se retrouve tout seul dans la famille d'accueil, tous ces effets négatifs-là commencent à les affecter, alors que ça n'aurait pas dû être le cas au départ. C'est pour ça, c'est à ça que sert cette réforme-là, ce programme-là. On veut empêcher ces situations-là de se reproduire. Si un parent a deux emplois, et ça n'a aucun sens de retirer cet enfant-là de sa famille, sortir de la communauté, donner des milliers de dollars à une famille d'accueil pour élever cet enfant-là. Ils sont encore des étrangers pour cet enfant-là. Ça a beaucoup plus de sens de le garder à la maison ou de le confier à la famille élargie pour en sorte que ce soit l'enfant reste dans la communauté comme ça a toujours été depuis des temps immémoriaux. C'est le but de cette réforme-là. J'aimerais remercier tout le monde d'avoir été présent et je passe la parole à Elder Ed, à l'aîné Ed, pour le mot de fermeture. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Je suis à l'aéroport. L'APN viendra dans votre région dans les prochaines semaines pour que les chefs puissent entendre un peu plus d'informations sur le projet d'accord pour pouvoir l'approuver. Surtout pour pouvoir offrir plus d'informations aux communautés. Ce que je veux dire, c'est que après avoir travaillé avec les avocats, les chefs de l'Ontario de l'APN, je peux vous dire que pas une seule fois, je les ai entendus parler au nom des communautés. Ce qu'il faut dire, il faut retourner ça à nos communautés avant de donner une réponse. Je suis très fier de ces jeunes. Ils ont travaillé fort. On t'arrête d'écrire l'histoire, c'est un moment historique. J'espère juste que les communautés vont voir ça, puis ils vont profiter de cette occasion-là, que s'il y a des questions, ben, qu'on puisse les poser, puis qu'on fasse confiance à nos leaders de bien gérer je m'assois, je suis assis à l'aéroport, mais je suis bien heureux d'avoir pu participer à la dernière partie
cérémonie, de la réunion. Donc, je vous souhaite une bonne journée et merci beaucoup d'avoir participé.